que j'ai l'honneur et le plaisir de modérer une discussion, une table ronde autour, je ne sais pas si c'est un problème de... Vous m'entendez? Non. Je crois qu'il faut qu'il y ait un seul micro. Il y a toujours des problèmes de micro au début. Mais je ne sais pas comment il faut faire. Mais c'est ça que vous avez. Et c'est ça qui fait le micro. Donc nous allons commencer cette table ronde. Alors nous avons l'immense honneur de recevoir en Tunisie, à l'Université d'Amanouba, pour ce 6e symposium, M. Régis Debré, qu'on ne présente plus, que vous connaissez tous. Et il est évidemment au centre de cette table ronde pour interagir avec nous sur la question qui a été décidée donc, pour cette matinée, qui tourne autour de éthique et démocratie. Et à cet effet, nous sommes donc 4 autour de lui. Je commencerai par présenter nos invités. Je vais commencer par Madame le professeur Salwa Chalfi, qui est professeure à l'IPSI, donc à l'Institut de presse et de sciences de l'information à l'Université d'Amanouba, qui est docteur en sciences politiques et qui a pour publication en particulier l'analyse du discours politique dans les médias, un deuxième ouvrage sur les islamistes et la démocratie, analyse du discours du parti du Marra, et enfin Islam, femmes et violence, donc qui est à ma gauche, à laquelle je souhaite la bienvenue et qui va discuter avec nous donc, sur ce thème qui est hautement d'actualité et réagir, donc participer, faire circuler la parole entre les principaux intervenants ici présents. Alors, à la gauche du professeur Salwa Chalfi, professeur Slim Larmeni, que je salue, qui est professeur de droit public à l'Université de Carthage. Il est auteur, entre autres, moi j'aime bien citer les ouvrages, les contributions qui sont le fruit d'une réflexion, d'un ouvrage qui s'intitule « Les éléments d'histoire de philosophie du droit » en 2 volumes, paru au CPU, et d'un opuscule intitulé « Islam, le possible et le pensable », édité à Casablanca aux éditions du Fennec. Alors, à la droite de M. Régis Debré, professeur Qmar Bendena, qu'on ne présente pas aussi, puisque elle est assez active, très active, sur son blog, sur la sphère publique, des discussions, des débats politiques. Elle pense le politique souvent, l'actualité politique, mais également dans sa relation avec l'histoire, parce que c'est une historienne. Elle est non seulement professeure d'histoire contemporaine à l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine, mais également nous suivons ses réactions à l'actualité de façon, en tout cas moi je la suis de façon très suivie, même si c'est une redondance, mais je le fais quand même. Et elle nous permet de jeter un regard d'analyste sur notre actualité politique, sociopolitique, sur les événements qui agitent notre pays, qui promettent des choses, qui tiennent ou non leurs promesses. Et nous avons souvent son retour par rapport aux événements au niveau du politique le plus étroit, au sens le plus étroit du terme, que sur ce qui se passe dans la société tunisienne. Elle est l'auteur, donc en particulier, elle a beaucoup publié, mais ses 2 derniers ouvrages, je n'en citerai donc que ces 2, Histoire et culture dans la Tunisie contemporaine, qui est paru il y a 2 ans, en 2015, et Parler en historienne après 2011, où c'est à la fois un témoignage d'historienne et en même temps un regard très aigu porté sur la réalité politique tunisienne, qui vient de paraître donc en 2017. La maison d'édition n'est pas spécifiée, mais c'est édité voilà, à l'Université de l'Amanouba. Alors pour cette table ronde sur éthique et démocratie, voilà. Alors moi je suis vraiment le vilain petit canard de tout cela parce que je suis professeur de littérature et je lis Régis Debré qui est pour moi éclairant du point de vue d'une philosophie du politique, mais dans son lien avec les grands, je dirais, les grands nœuds, les grands modules d'éthique, de philosophie politique, mais également en lien avec les grands hommes de lettres qui ont pensé également philosophe, le vivant, pour parler un peu comme Glissant dont on parlait hier. Et j'impulserai cette table ronde et les débats et les discussions entre les différents intervenants en mettant l'accent sur un concept qui me paraît extrêmement fécond
pour notre réalité d'aujourd'hui, notre réalité politique, mais également fécond parce que Régis Debray l'a pensé par rapport à nos sociétés, à nos substrats culturels, et parce que dans cette table ronde, nous allons penser le substrat de la démocratie. Et pour nous, je pense, bien sûr, ensuite la parole sera à la salle, nous consacrerons le temps qu'il faut à la discussion, parce que l'intérêt d'une table ronde, ce n'est pas de s'entendre de nous écouter, mais également d'avoir votre retour. C'est qu'une collectivité est basée sur un nous, N-O-U-S, et la question de la fraternité, voilà le concept que j'aimerais aborder, que j'aimerais que Régis Debray aborde pour nous. La fraternité est non seulement un concept important lorsqu'on bâtit, lorsqu'on construit une démocratie, lorsqu'il s'agit de fonder... moi, j'ai préparé mon petit topo en 3 articles, comme l'article d'un code, qui serait un article 1, 2, 3 d'une éthique, de ce qui serait une éthique de la démocratie. Et c'est en ce sens que la fraternité qui occupe une place importante dans votre réflexion, Régis Debray, j'étais partie du mot de Fanon, vous savez, sur lequel se termine, je crois, peau noire, masque blanc. Mon corps fait de moi toujours un homme qui interroge. Et Régis Debray nous pousse à l'interrogation parce que le concept de fraternité, si on pense à René Char dans Feuillet d'hypnose, à l'espoir de Malraux, est un concept qui est à la fois rugueux, difficile, paradoxal, puisqu'il implique à la fois l'altercation et l'inclusion, l'allégeance et de contrer, finalement, d'avoir un adversaire, on en reparlera si vous voulez bien, et ça n'a rien à voir avec, dans votre réflexion, avec une effusion mystique, ce n'est pas un sentiment idéaliste, iréniste, porté par une utopie, c'est quelque chose de profondément inscrit dans la nécessité de vivre ensemble, du vivre ensemble, d'une collectivité. Et vous opposez la fraternité à la fratrie, vous opposez la fraternité à une expression que j'aime beaucoup que vous employez, qui est le tout à l'ego, non pas le tout à l'égout, mais le tout à l'ego, c'est-à-dire cette espèce d'égoïsme, d'égocentrisme duquel l'homme doit s'extraire pour constituer, pour former quelque chose. Et vous employez aussi une expression, moi je pars de ce que vous dites parce que moi ça nourrit un petit peu mon travail et mon regard à la fois sur la littérature et sur, que je regarde vraiment l'observatrice lambda, sur ce qui se passe du point de vue politique, c'est aimer, non pas aimer son prochain, mais aimer son lointain, être capable de rompre avec la fratrie pour établir une relation de fraternité. Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, en vous souhaitant la bienvenue, en vous redisant à quel point nous sommes honorés et heureux de vous recevoir ici, dans cette enceinte et dans ce pays, j'aimerais vous donner la parole sur ce point, si vous le voulez bien. Le micro marche, oui. Alors, merci au vilain petit canard. Je répète, merci au vilain petit canard qui vient de me présenter fort gentiment et intelligemment. Je répondrai à votre question, si vous voulez, à la fin, parce qu'en bon cartésien, je veux commencer par le début. Le début, c'est donc éthique et démocratie. Et je voudrais d'abord identifier ce mot d'éthique, qui me semble très bien choisi parce qu'on n'y parle pas de morale. Donc, première opposition, l'éthique et la morale. Je dirais que la morale est de Dieu et l'éthique est des hommes. La morale est de Dieu, par exemple, dans notre tradition à nous, judéo-chrétienne, c'est le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements donnés par le Dieu Yahvé à Moïse. L'un de ces commandements dit « Tu ne tueras point ». Voilà un précepte moral. Oui, mais quand on m'agresse et qu'on menace de me tuer, je pratique l'autodéfense, donc j'ai le droit de tuer. Donc vous voyez que la morale est faite d'impératifs catégoriques, inconditionnels, absolus, énoncés une fois pour toutes. Donc on peut dire que la morale est aveugle au réel. La morale, c'est la réponse avant la question. Et l'éthique, ça consiste à questionner la réponse. Je veux dire que
l'éthique n'est pas inscrite dans le marbre une fois pour toutes. L'éthique est concrète, elle est appliquée, elle est professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est relative à un champ d'activité particulier. On parle par exemple de la bioéthique, de l'éthique médicale, de l'éthique des affaires, de l'éthique universitaire, de l'éthique de l'environnement, bref. L'éthique est concrète et donc problématique. L'éthique ne cherche pas la justice en soi avec un grand J, elle recherche, je dirais, la note juste, comme au sens musical du mot, c'est-à-dire la note qui est congruente à une situation particulière, à une conjoncture chaque fois différente. Nous avons, par exemple, en France, un comité national d'éthique, mais nous n'avons pas un comité moral. Comité moral serait outrecuidant, naïf et dogmatique. Quelle morale? Énoncée par qui? Alors que le comité national d'éthique est un lieu de débat, cherchant à préconiser des solutions à des situations éminemment variables, nouvelles, et donc c'est un comité conflictuel. C'est un comité où discutent, débattent des courants d'opinion différents. Par exemple, il y a des situations nouvelles imposées par l'évolution des techniques. Prenons les techniques médicales. Il y a, par exemple, la transplantation d'organes, d'un fait nouveau. Transplantation d'organes jusqu'où? Avec quel consentement? Consentement de la famille, énoncé testamentaire du défunt, ou encore par exemple la gestation pour autrui. Grand débat en France. La gestation pour autrui, c'est une question bioéthique qui met vis-à-vis, sinon en conflit, plusieurs systèmes de valeurs. Nous sommes là dans le polythéisme des valeurs annoncé par Weber. Gestation pour autrui, oui, au nom du droit des femmes stériles à avoir un enfant, effectivement. Mais de l'autre côté, gestation pour autrui peut vouloir dire marchandisation des corps. C'est-à-dire, on va en Inde, on insémine une dame, elle engendre un enfant qui ne lui appartient pas. Alors, c'est à la base de la bioéthique, et après les expériences médicales des camps de concentration nazis, la base de tout traitement, c'est le consentement éclairé des patients, avant toute expérience. Mais peut-on parler du consentement éclairé d'une intouchable indienne qui n'a pas d'argent, donc qui est poussée par la nécessité, qui n'est pas éclairée parce que son niveau d'instruction est faible. Bref, voyez-vous, la question de la gestation pour autrui pose un problème éthique. Un problème éthique, c'est un problème problématique. C'est un problème pour lequel il n'y a pas de solution préconçue. Voilà. Donc, si vous voulez, je caractériserai ainsi l'éthique par rapport à la morale, et on en revient d'ailleurs à ce qui se disait hier quant au conflit des valeurs, ou quant à l'incertitude, je dirais l'incertitude consubstantielle à la production humaniste de valeurs qui sont nécessairement plurielles et qui ne dépendent pas d'une transcendance définitive et dogmatique. Alors,
l'éthique suppose l'histoire, c'est-à-dire suppose une dynamique, une évolution en quoi elle n'est pas, elle ne relève pas, je dirais, d'une morale religieuse. L'éthique, ça consiste à adapter la morale à des situations nouvelles. Adapter les normes morales d'une société qui en elles-mêmes ne sont pas éclairantes, elles sont tout au plus des idéaux régulateurs, à des nouvelles situations. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles situations technoscientifiques, entre autres. Il y a des nouvelles panoplies techniques qui changent la donne. Si on parle de l'euthanasie, par exemple, c'est que nous avons aujourd'hui les moyens de ce qu'on appelle la sédation profonde, c'est-à-dire on sait comment faire mourir les gens sans douleur et dans l'inconscience. Donc voilà, il y a là un progrès technique qui pose une question éthique. Alors, on a évoqué hier au cours de cette très sympathique cérémonie de remise des prix, les pistes de recherche. Moi, j'en ai ouvert une avec d'autres que j'appelle la médiologie. La médiologie, c'est l'étude de ce que fait un milieu technique à une culture, de ce que fait un changement de milieu technique à une culture. Autrement dit, c'est l'étude de ce que leurs outils font à leurs inventeurs. Car nous inventons des outils, et ces outils ont des conséquences que nous ne prévoyions pas et qui changent notre mode d'être. Par exemple, l'invention de l'écriture. L'écriture est une machine formelle. L'invention de l'écriture a permis, je dirais, de rendre Dieu portatif, ce qui est tout de même un bouleversement. Pourquoi? Parce que vous écrivez sur un rouleau, vous n'êtes plus dépendant d'un acropole, d'un hôtel, d'un bâti, vous êtes déterritorialisé. L'écriture a permis la déterritorialisation du divin. Invention d'un nomadisme semi-pastoral au premier millénaire avant Jésus-Christ, qui a permis donc l'invention, si je puis dire, d'un Dieu transcendant et partout efficace, si vous l'amenez avec vous, dans un rouleau. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que l'invention de l'imprimerie a provoqué, bien sûr. Elle a provoqué tout simplement le protestantisme d'abord, donc les États-Unis d'Amérique, et ensuite la République, parce que c'était l'accession à l'éducation qui a permis de passer du sujet au citoyen. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous avons une nouvelle donne, qui est, je dirais, l'audiovisuel d'abord, ou le numérique, c'est-à-dire le téléphone portable. Le téléphone portable, ça change tout. Voilà, bon. Et ça change notamment la démocratie. Voilà, donc, éthique et démocratie. Qu'en est-il de la démocratie en vidéosphère, si je vous pose la vidéosphère fondée sur l'image, à la graphosphère fondée sur l'écrit et l'imprimé? Alors, la démocratie, c'est une longue histoire, bien entendu. On ne va pas la reprendre ici. Ça commence à Athènes. Ça va ensuite dans les cités-États italiennes. Enfin, pour aller au fait, c'est-à-dire à l'étymologie, gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Alors c'est très sympathique, mais ça ne veut rien dire, bien sûr, comme tout ce qui est sympathique. Ça ne veut rien dire, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on entend par peuple, premièrement?
je me permets de vous rappeler qu'il y a d'abord deux acceptions du mot peuple. Si vous dites je défends le peuple tunisien, vous pouvez dire deux choses. Soit vous défendez l'identité collective de la Tunisie, c'est-à-dire vous défendez le principe national tunisien contre toutes ses dépendances coloniales ou néocoloniales. Si vous voulez, c'est le peuple en tant qu'entité globale, historiquement construite, dotée d'un caractère national, d'un territoire, d'une tradition. Mais vous pouvez aussi dire je défends le peuple tunisien contre la bourgeoisie, les intérêts dominants. Autrement dit, je défends les couches populaires. Donc d'un côté, vous avez une acception politico-culturelle, le peuple, de l'autre, vous avez une acception sociale. D'un côté, vous avez le peuple comme ethnos, et de l'autre, vous avez le peuple comme démos. Ethnos, c'est pas démos. Alors chez nous, on a une vieille division du travail. En France, la droite défend l'ethnos et la gauche le démos, pour aller vite. Bon, on s'est réparti un peu les tâches. La droite défend le principe national, l'indépendance nationale, la continuité d'une